Maintenant, on va voir différents mécanismes dans le noyau Linux. Donc, comme premier élément, on va regarder un peu les modèles de trading. Dans Linux, il y a trois types de tâches. Donc, il y a des processus, on les a vus depuis le début du cours. Donc, un processus, c'est un espace mémoire distinct où on fait l'exécution en mode utilisateur, en mode usager. On a aussi les threads. On a vu que les threads, c'est quand même très près des processus dans Linux. La différence, c'est que plusieurs threads d'un même processus se partagent l'espace mémoire alors que chacun des processus ont normalement un espace mémoire qui est distinct. Mais du point de vue de Linux, l'ordonnancement, c'est quand même assez proche tous les deux. La troisième type de tâche, c'est les noyaux, les threads du noyau. Donc, c'est ce qu'on appelle les K-threads. Les K-threads, eux, on peut dire que le noyau, c'est un processus et les K-threads sont les threads de ce processus noyau-là. Et donc, il n'y a pas d'espace mémoire propre. Ils ont accès à l'ensemble de l'espace mémoire du noyau, puis même ils pourraient avoir accès aussi à l'espace mémoire des processus. Et donc, un K-thread, ça fonctionne en mode privilégié à l'intérieur du noyau. Donc, ce modèle de trading-là est assez unique. Dans d'autres systèmes d'exploitation comme Windows et Solaris, les threads sont vus comme étant quand même assez distincts des processus. C'est des processus, on dit une forme légère de processus, des lightweight process. Puis au niveau de l'ordonnancement, au niveau des fonctionnalités, c'est géré un peu différemment. Alors que dans Linux, un thread et un processus, c'est la même chose pour l'ordonnanceur. La différence, c'est par rapport à la façon dont la mémoire est partagée, puis au niveau interne, c'est simplement des indicateurs comme quoi que notre processus est un thread parce qu'il partage l'information, la mémoire, un certain espace mémoire, mais c'est quand même pas mal au même niveau que tout le reste. Aussi, c'est ce qu'il faut voir, c'est que le temps de création de processus et de threads sous Linux se compare très favorablement par rapport aux autres systèmes d'exploitation. C'est quand même très court. Le temps pour créer un processus ou créer un thread est quand même très bon dans Linux. Puis un élément aussi à avoir en tête, c'est que les K-threads permettent de préempter, peuvent être préemptés dans le noyau. Ça rend le noyau préemptible. C'est-à-dire qu'on peut préempter un K-thread selon la section dans laquelle on se trouve, c'est tout à fait possible. Puis aussi, le code du noyau est prévu pour être réentrant. Donc, sachant qu'il y a plusieurs threads qui fonctionnent en parallèle, différentes fonctions du noyau peuvent être appelées par ces différents threads-là, mais ces fonctions-là ont été conçues pour être réentrantes. Donc, il n'y a pas de problème à appeler une même fonction par plusieurs threads distincts, plusieurs K-threads distincts. Puis, les K-threads peuvent être préemptés tant qu'ils ne détiennent pas un lock. S'ils n'ont pas un lock, s'ils n'ont pas pris un lock sur un certain lock directement dans le noyau, et ils peuvent être préemptés par le noyau en différents points. Puis la fonction schedule peut être appelée par un K-thread pour une préemption explicite, dans le sens que si on est rendu dans un point d'exécution où l'on pourrait s'arrêter, on pourrait être préempté, puis on pourrait donner la main à un autre K-thread, mais on appelle la fonction schedule, ce qui va faire le travail finalement pour transférer la main. On a vu que dans Linux, il y a des mécanismes de priorité. Entre autres, il y a une priorité par processus avec le nice. Donc, le nice qui est une façon d'exprimer la priorité qui est assez standard dans Unix, qui varie entre -20 avec une très haute priorité à +19 qui est une basse priorité. Ça, c'est des priorités pour les processus réguliers. Puis, on sait que c'est un facteur 3 environ pour des différences de nice de 5. Donc, un processus à un nice de 0 va avoir 3 fois plus accès au processeur qu'un processus de nice de 5, par exemple. Et ainsi de suite, similairement entre 5 et 10. Mais on a aussi des priorités temps réel qui sont, elles, entre 0 et 99. Puis là le nice se transpose en ajoutant 120. Fait que lorsqu'on a un nice de 0, dans le fond, on a une priorité temps réel de 120. Donc, la priorité, le nice varie entre 100 et 139 en termes de priorité temps réel. Puis sinon, en termes de temps réel, une priorité de 0, c'est la plus haute priorité, qui est jusqu'à la priorité 99. Puis les processus temps réel sont prioritaires face aux processus réguliers. On a vu aussi que dans Linux, on avait le Completely Fair Scheduler, le CFS, qui utilise un quantum variable. Donc, on a vraiment un quantum qui peut être ajusté aux besoins, qui est ajusté aux besoins, à vrai dire, pour chaque exécution de chaque processus. Donc, on va recalculer le quantum. C'est comme ça qu'on s'assure
que chaque processus a accès à sa juste part des processeurs. Donc, cette juste part-là, elle est calculée selon le nice du processus. Donc, on dit avec un certain nice, on va déterminer un peu la part du processeur que devrait avoir un processus, étant donné les autres processus actifs. Puis, le quantum va donc dépendre de ce qui a été consommé jusqu'à présent par le processus relativement à sa juste part. Puis si on voit qu'un processus a consommé beaucoup moins que sa juste part, on va avoir une part assez importante pour rattraper finalement ce qui manque. Alors que si on a dépassé un peu sa juste part, le quantum va être beaucoup plus faible. Donc, les processus qui ont une part consommée faible sont prioritaires face à des processus qui ont déjà consommé ce qui leur revenait. Ce qu'il faut voir avec CFS, c'est que c'est un algorithme d'ordonnancement qui est quand même plutôt générique, qui est conçu pour fonctionner dans une grande variété de contextes. Donc, autant sur des ordinateurs portables, comme vous avez, des serveurs de calcul, des téléphones intelligents. Donc, ça fonctionne bien, ça gère bien ces différentes situations-là. C'est assez générique, puis ça fonctionne quand même assez bien dans ces différents cas de figure-là. Mais vous savez aussi qu'il y a des algorithmes d'ordonnancement temps réel qui sont disponibles, comme on a vu dans les semaines précédentes. Donc, ce n'est pas le seul algorithme d'ordonnancement, mais c'est celui qui est là par défaut quand on ne fait pas de temps réel. Également, dans Linux, on peut faire appel à des fonctions du système. Donc, par exemple, si on a une application ici qui fait appel à printf, bien, vous savez ce que c'est printf, ça va afficher finalement une chaîne de caractères ou du moins du texte à la console. Donc, dans notre application, on fait un appel à printf. De la façon dont ça se produit, on va faire appel à printf qui est dans la librairie C. La librairie C, elle reste dans le mode utilisateur. Donc ici, dans notre exemple ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment tout ce qui est à gauche ici est en mode utilisateur, mode usager. Puis donc, on va appeler la fonction printf dans la librairie C qui, elle, va recevoir les arguments puis va faire les traitements nécessaires, comme par exemple substituer les pourcentages avec des lettres à côté qui soient d'insertion de nombres ou de caractères supplémentaires ou autres. Donc, on va tout traiter ça. On va traiter la chaîne de caractères pour créer la chaîne vraiment qu'on veut écrire. Puis une fois qu'on a fini le traitement, on va appeler la fonction write. Le write, mais de la librairie C. Donc, on va appeler le write, qu'on aurait pu appeler directement à partir de notre programme. On l'écrit, on l'appelle à partir du printf, qui, lui, va faire les traitements internes pour pouvoir faire une écriture. Une écriture possiblement à STD-out, donc au flux courant de la console. Puis ce write-là, dans la librairie C, va appeler un autre write, le write du système, qui lui est différent. Puis le write de POSIX, là, c'est vraiment c'est celui-là ici. Donc ça, c'est le write qu'on connaît en POSIX. Alors que ce write-là, lui, ne respecte pas nécessairement l'interface POSIX, parce que c'est vraiment la version interne du noyau Linux ici. Donc, les fonctions système n'ont pas à être POSIX, mais en pratique, ça ressemble beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on a une fonction write ici qui est la même que l'autre. Ce n'est pas la même, mais la version du noyau va avoir une interface qui n'est peut-être pas identique, mais qui suit de très près. Et pourquoi ça? Parce que dans le fond, lorsque la norme POSIX a été établie au début, fin des années 70, début des années 80 par les 3E, on a parti des premières implémentations de Unix où là, il n'y avait pas cette interface-là, mais on avait quand même un ensemble de fonctions d'appel système dans le noyau. Donc, on a pris les appels système du noyau pertinent, puis on a utilisé ça comme point de départ pour concevoir finalement une interface standardisée de système d'exploitation qui était fortement inspiré de Unix, qui a été cherché donc beaucoup de son inspiration dans les fonctions système. Donc, quand même, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, on peut modifier le fonctionnement du noyau. Les appels système peuvent être remaniés. Ce qu'il faudra faire ensuite, c'est de modifier la librairie C par rapport à ces appels. Donc, dans le fond, les appels de la librairie C vers le noyau vont être modifiés pour tenir compte de ces modifications-là. Mais du point de vue du programme utilisateur, l'API POSIX va rester le même. On ne changera pas l'API POSIX parce que c'est l'API dans la librairie C. Donc, c'est lui qui va faire un peu l'abstraction qui va
qui va s'assurer finalement qu'on respecte l'interface POSIX avant d'appeler la fonction dans le système. Et dans le noyau, il y a plus de 300 fonctions système dans la version 4.0 du noyau. Puis ça, c'est réputé comme étant plutôt faible comparativement à d'autres implémentations de Unix qui peut en contenir plus encore. Donc, on a quand même essayé de simplifier l'interface à quelque chose d'assez bien défini et assez simple. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est de dire de quelle façon sont effectués les appels système. Donc, lorsqu'on fait un appel système comme la fonction write qu'on a vu, ce qui arrive, c'est qu'on lance une interruption logicielle 128. Donc, on va faire vraiment appel à une routine d'interruption logicielle dans le noyau. Puis donc là, le système d'exploitation va recevoir la requête d'interruption et la gérer. Et donc, dans le fond, lorsqu'on fait l'interruption 128, pour dire qu'il y a un appel système, on lui fournit également un numéro de fonction système. Donc, on va vraiment fournir un certain numéro. C'est comme ça que le système d'exploitation s'y retrouve, c'est qu'il va gérer l'interruption 128. Il va aller chercher le numéro de l'appel système. Puis là, il va être capable d'appeler la routine correspondant à l'appel système. Puis il va pouvoir récupérer les arguments et tout par la suite. L'appel système se fait en mode privilégié. Donc, c'est à l'intérieur du noyau qu'on gère cette requête-là. Comme je vous disais, chaque appel système est associé à un numéro unique. Les numéros sont fixés, on ne les change pas. Donc, dans Linux, ces valeurs-là sont déterminées, sont fixées. Puis, il faut s'en tenir à ça. On ne va pas modifier ça. Puis, si on les modifie, on change le sens complètement. Puis, le noyau ne va pas faire ce qu'on veut qu'il fasse. Une autre question qu'on a également dans le design de Linux, c'est de quelle façon le temps est géré par le noyau. Ce qu'il y a dans le noyau, entre autres, c'est la question il y a la notion de tic. Un tic, c'est comme un tic d'horloge, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sauf que là, on va avoir un tic on va avoir 100 tics par seconde. Donc, on va avoir un tic à 100 Hz. Donc, ça veut dire que 100 fois par seconde, le système est interrompu. Il y a une interruption matérielle qui est faite provenant de l'horloge. Donc, l'horloge dans l'ordinateur va faire une interruption une fois, donc 100 fois par seconde, selon une certaine fréquence. Pour ça, c'est pour x86 ARM. Ça peut être modifié selon. Puis là, ce tic-là qui génère une interruption déclenche des traitements périodiques. Donc, on va comme à chaque 100 fois par seconde, on va mettre à jour la durée d'opération, le uptime du système, donc c'est une variable interne. On va équilibrer la charge des fils de l'ordonnanceur entre les processeurs. Donc, si on voit qu'il y a trop le processeur est très chargé, on va prendre des processus qu'on va déplacer ailleurs sur d'autres processeurs. On va regarder si des compteurs dynamiques dont le délai est expiré sont présents. Si oui, on va les exécuter. Donc, ça, c'est un moyen de vérifier en soi de faire l'exécution, on pourrait dire, récurrente de certaines routines. Puis, on va mettre à jour les statistiques sur l'utilisation des ressources. L'exécution de tout ça peut se faire à chaque tic ou à chaque n tic, comme on veut. Mais matériellement, les tics sont reçus à une certaine fréquence qui est fixée. Donc, la fréquence des tics peut être modifiée par recompilation du noyau. Fait qu'on pourrait recompiler le noyau pour avoir d'autres fréquences. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la variable GFees. La variable GFees, ça nous donne le nombre de tics reçus depuis le démarrage du système. Donc, depuis qu'on a lancé la machine, on a un chiffre qui nous dit le nombre de tics. Puis après ça, sachant la fréquence des tics, on est capable de convertir ça en jours, heures, minutes, secondes. On a aussi des notions de compteur dans Linux. C'est une fonction qu'on veut exécuter après un certain délai. Donc, ce n'est pas périodique, c'est quelque chose qui arrive une fois, mais on peut donc fournir un compteur dans le système d'exploitation qui va donc prendre une pause pendant un certain temps, puis lorsque le délai va être expiré, il va être appelé justement dans la notion de tic ici. Donc, après un certain nombre de temps, quand on parlait exécuter les compteurs dynamiques, mais c'est exactement ça ici. Donc, les compteurs dynamiques ici sont exécutés finalement après un certain délai. Donc, ça, c'est des fonctions qui ne sont pas périodiques. Puis,
Si on veut que ça revienne, si on veut refaire l'exécution du compteur, bien, l'idée, c'est de dire c'est que vers la fin de l'exécution, on va réinsérer le compteur pour pouvoir faire en sorte qu'on va être de nouveau exécuté après un certain temps. Donc, le compteur va comme se réinsérer à chaque fois pour assurer une certaine périodicité.